nous allons vous présenter les résultats du S1 2024. D'abord, donc, quelques éléments sur la vie du groupe au cours de ce premier semestre. Donc, les 40 ans de cotation de Manitou BF que nous avons fêté donc en avril, le 24 avril, pour célébrer ça chez Euronext. Nous avons eu une évolution sur le comité exécutif. Donc, Madame Céline Brown nous a rejoint pour prendre la fonction de CFO du groupe, et Hervé Rocher a pris un nouveau rôle de le Chief of Transformation and Governance pour accélérer la transformation, la durabilité, le développement du groupe Manitou, ce qui veut dire que le comité exécutif a été modifié avec ces deux fonctions qui sont nouvelles. Les deux rôles que vous voyez ici sont nouveaux, même si Hervé, lui, avait un autre rôle préalablement. Et donc, nous sommes aujourd'hui 7 au comité exécutif du groupe. Également, nous avons signé un ligne de crédit supplémentaire de 160 millions d'euros. C'était une extension possible de la ligne principale que nous avions présentée il y a 2 ans, et ce qui permet de renforcer la liquidité du groupe, accompagner la croissance, accompagner l'effet prix, accompagner donc l'effet BFR qui va avec l'effet prix, tout ça. Le tirage nous a permis de donner de la visibilité, de la solidité, de la pérennité pour le groupe. Acquisition, on a finalisé l'acquisition de Commet Metal Works, dont 2 sociétés de mécano-soudure et d'oxycoupage en Italie, qui travaillaient essentiellement pour le groupe Manitou, et donc on a une intégration amont de maîtrise à la fois technique et de valeur ajoutée qui est rentrée dans le groupe en début d'année. On a également signé l'acquisition des actifs d'une société sud-africaine qui est un distributeur prestataire de services en Afrique du Sud, qui s'appelle Deso, avec lequel nous travaillons préalablement. Nous reprenons les actifs et la clientèle et les contrats de service de cette région. Nous avons lancé une nouvelle gamme de nacelles ciseaux sur le marché européen. Donc, on vous en avait parlé l'année dernière. Elle est maintenant, c'est du concret, ce sont chez les clients. Donc, c'est la première fois dans le domaine de la nacelle que la nacelle, je dirais, schématiquement étant 2 grandes familles, les nacelles ciseaux et les nacelles articulées ou télescopiques. On pourrait dire presque en 3, les télescopiques, les articulées et les nacelles ciseaux. Je parle bien sûr des nacelles automotrices, donc les nacelles qui se dépassent toutes seules. Je ne parle pas des nacelles aériennes, des nacelles camions, etc. Donc les nacelles automotrices, 3 grandes familles. Et nous n'étions pas sur les nacelles ciseaux, qui sont à la fois des nacelles à faible prix, ce ne sont pas des machines d'une technicité énorme, mais qui sont les plus gros volumes mondiaux. Donc nous avons complété notre gamme avec le lancement de ces nacelles ciseaux. Nous avons lancé également un nouveau chariot télescopique à l'Arachot, donc qui est le salon des loueurs américains en début d'année, chariot télescopique compact. En RSE, nous avons présenté le premier rétrofit, qui est un investissement et qui est un proof of concept, je dirais, fait avec la société Kiloutou sur la transformation d'une vieille, entre guillemets, machine diesel en 100% électrique. Donc, le rétrofit complet permet de donner une deuxième vie à une machine qui est déjà bien usée en thermique. Donc, ça représente évidemment un marché potentiel à terme gigantesque, puisque toutes les parties sont thermiques, donc plutôt que de les envoyer à l'AVM. Voilà, donc il y a une évolution vers le futur sur Retrofit avec une belle réalisation, et on a pu montrer à la fois l'impact en termes de CO2, avec une réduction très forte, puisque la deuxième vie de la machine, je dirais, est électrique, et le fonctionnement de la machine avec une très bonne fonctionnalité et de très bonnes performances. On a également signé une lettre d'intention avec SSAB sur l'acier décarboné, une partie importante sur la partie amont fabrication de nos machines de l'impact CO2, même si le principal impact est l'émission lors de l'usage. La partie acier, évidemment, est une part significative amont de l'empreinte CO2 du groupe, et donc aller vers de l'acier décarboné, notamment avec le suédois, le finlandais SSAB, et le moyen d'avancer dans cette route de décarbonation progressive du groupe. On a rejoint la communauté des acteurs du matériel durable, qui est une initiative faite avec l'ensemble de la filière autour des travaux publics et du bâtiment, qui était une volonté de travailler en filière. Donc, nous travaillons à la fois avec donc c'est une communauté qui ressemble à la fois des constructeurs comme Manitou de machines, des loueurs de matériel comme des gens comme Kiloutou qui louent des matériels, et
des entreprises de bâtiments, comme Bouygues, comme Eiffage, etc. Donc tous ces gens-là se sont mis dans la même association pour ensemble travailler sur la façon de rendre les chantiers durables, le matériel durable, hein, comme l'indique son nom. On a présenté notre rendez-vous annuel sur la présentation de nos avancées, nos réflexions et notre vision en termes de durabilité durant la 4e édition de On the Way, donc le numéro 4, disponible en replay sur YouTube à volonté. L'activité sur le S1, l'effet marquant, donc un chiffre d'affaires de 1,407 milliard, donc plus 0,4% versus 2023, moins 0,1 au comparable, donc très peu d'écart, nous le verrons ensuite. Le chiffre d'affaires T2 qui est à 721 millions, légèrement en retrait par rapport à 2023. Des prises de commandes de machines qui, elles, sont très faibles, avec un nettoyage très fort du portefeuille de 86 millions sur le T2. Un carnet qui est à 1,344 milliard, qui est à la fois encore significatif, important, mais en forte réduction. C'est qu'enfin ça arrive. Enfin, on vous avait annoncé que tout au long de l'année, ça allait arriver. Donc, on est encore à 6-7 mois de chiffre d'affaires. Nous allons pouvoir arriver à un normatif qui, je vous rappelle, dans l'historique, est plutôt entre 4 et 6 mois, comme on peut le voir sur les graphiques habituels de prise de commande et de carnet de commande. Donc, une bonne nouvelle dans ce sens-là. Un résultat opérationnel courant, donc un EBIT courant à 127 millions, 9,1% du chiffre d'affaires, donc une très belle performance sur le premier semestre. On va revenir sur les effets combinés de cette belle performance. Progression par rapport au S1 2023 qui était à 88 millions, donc significative, 6,3 à 9,1% du chiffre d'affaires, et un résultat net à 81,8 millions d'euros contre 62,6 l'année dernière. Un EBITDA à 160 millions environ, 11,4% du chiffre d'affaires, donc une bonne progression de l'EBITDA qui est à 114 sur le premier semestre 2023, ce qui nous fait pour notre dette nette qui est flat depuis maintenant 12 mois. On était aux alentours de 390 millions en dette nette hors IFRS 16 en juin 2023. Donc nous sommes assez flat et la progression du l'EBITDA sur la période a permis d'avoir une baisse du levier qui est aujourd'hui à 1,3 fois l'EBITDA. Voilà. En ce qui concerne l'activité, je vais passer directement sur l'activité, si vous voulez bien, du semestre. Et si vous voulez revenir lors des questions sur le trimestre, je vous propose qu'on y revienne ensuite. Sur le semestre, je dirais la photo de cette stabilité de notre chiffre d'affaires est à la fois un retrait sur la partie américaine, vous voyez que de 304 millions en 2023, on est passé à 268, et à une progression sur la zone, une progression faible, hein, une stabilité, je dirais, stabilité sur les autres zones, légère progression en APAM significative, légère progression en Europe. Donc un mix qui est très différent de ce qu'il y avait pu avant. Il y avait des dynamiques de croissance sur l'ensemble des zones l'année dernière. Là, on a une décroissance sur les Amériques qui est ponctuelle. On va rattraper cela. On va être plutôt à l'étal sur l'année par rapport à 2023. Hein, c'est notre anticipation. Et on a eu un certain nombre de facteurs de pénétration, de performance, de présence sur les marchés, de deal loueurs ou de choses comme ça qui ont été moins de réussite. Hein. Je ne veux pas dire que c'est le marché qui a baissé de ce montant-là. On a eu un peu moins de réussite. On a fait la plus grosse croissance du groupe en Amérique en 2023 et on a un début d'année un peu plus difficile, même si on va rattraper et qu'on sera sur l'année au niveau de 2023. Ce qui donne un pourcentage à la fois donc pour l'Europe du Sud, vous voyez plus 5, l'Europe du Nord plus 1, la baisse aux États-Unis, la PAM à plus 9. Ce que je peux signaler aussi, c'est que quand on regarde les divisions, on est relativement à l'étal, hein, comme nous l'avions dit, sur les deux divisions. Et peut-être vous préciser, sans rentrer dans le détail, c'est que ces chiffres masquent quelque part une disparité des marchés sur lesquels nous sommes, qui est assez forte. Là, nous donnons des chiffres globaux. Vous voyez que sur l'Europe, on peut être quasiment à l'étal
entre le nord et le sud, légèrement de progression. Si on regardait par pays, chacun des pays d'Europe, on a des variations en plus ou en moins par rapport à l'année dernière. Là, je parle de marché, je parle pas de la performance Manitou, qui sont très importantes. Donc, on a aujourd'hui des pays qui sont avec beaucoup d'attentisme, beaucoup de difficultés, des pays dont la dynamique est bonne. Donc, on n'a pas du tout une vision de nos marchés manichéenne. On a vraiment des spécificités locales et on peut même pas dire en Europe, oui, globalement l'Europe, la construction, globalement l'Europe, les taux sont à un niveau et la construction à un niveau qui fait que c'est le marasme en Europe. Pas du tout. On a une Europe du Sud qui est performante, l'Italie est très performante, la France tient. En revanche, l'Allemagne va très mal. Enfin, on a vraiment des variations sur nos marchés, des variations entre chacun des pays qui sont très marquées. Donc, il est difficile de répondre aussi quand on parle de nos perspectives et la façon dont ça évolue, parce que la photo globale masque ces disparités, alors que souvent on a des choses qui sont plutôt homogènes sur chacun des périmètres que nous vous montrons. Quand on nous fera un périmètre et échange constant, la variation est tout à fait mineure. C'est essentiellement, oui, il y a un tout petit peu de change, c'est essentiellement un impact périmètre, et donc un impact qui était à la fois lié à Metalwork, au 100% de JRE et de Easily, mais essentiellement Metalwork et Comé qui sont rentrés dans le groupe en début d'année, ce qui fait un 0% en comparable au global du groupe. Et enfin, la partie carnet de commandes qui vous montre, comme nous l'avions dit, excusez-moi, je prends mon carnet de commandes, un carnet de commandes, donc vous voyez par rapport au pic que nous avions au troisième trimestre 2022, une décrue progressive. C'est encore élevé, hein, vous voyez, le 1,3 milliard. Alors avec l'effet de taille du groupe et avec l'effet inflation qui est passé par là, on ne va pas revenir aux 600 ou 500 ou 600 ou 800 millions que vous voyez sur la gauche du graphe. Mais si on raisonne entre 4 et 6 mois de carnet de commande, on doit être plutôt près du milliard en normatif en termes de carnet de commande, ou 900 millions. Donc, on voit qu'on peut encore baisser et se stabiliser à ce niveau de carnet de commande. Très rapidement, on a une performance financière qui est bonne. Hervé va revenir dessus tout de suite sur la division produits, un marché qui se tient en Europe, l'inflation qui baisse, hein, il faut le signaler. On a vraiment une chute. Ce que l'on voit sur l'inflation des produits de grande consommation, l'inflation du consommateur qu'on voit dans les journaux tous les jours. On a sur nos métiers à nous, en termes de matières premières, une baisse encore plus forte, voire même parfois une réduction de prix sur certains éléments et sur certaines matières premières. La pression concurrentielle est très forte. Hein. On voit qu'on a des marchés globalement qui sont beaucoup plus tendus. Hein. Je l'ai dit, dans certains pays, c'est même très, très tendu. Dans d'autres, ça va mieux. Mais quand c'est tendu, on a des choses assez classique, donc une concurrence effrénée, même si on a déjà une concurrence mondiale. Voilà, une profondeur du carnet qui est encore là. Les prises de commande, ben oui, ça redémarre doucement et ça va arriver d'ici la fin de l'année. La performance en Amérique du Nord, je l'ai mentionné. Et donc, du coup, on a une dynamique entre les deux semestres qui fera sûrement l'objet d'un certain nombre de questions. Mais compte tenu de ça, on a des prévisions de second semestre qui intègrent des ventes et une structure de performance qui est bien inférieure à celle du premier semestre, donc il va pénaliser le groupe sur l'année entière 2024, d'où notre guidance. Sur SNS, donc la résilience de l'activité, on continue à renforcer les moyens. La performance financière, va revenir dessus, est inférieure à nos attentes et on a un impact des coûts partagés avec la division produits, mais que Hervé va préciser dans les résultats financiers. Je lui passe la parole et la souris. Oui, bonsoir. On va écouter sur les résultats, donc avec un chiffre d'affaires qui était étal premier semestre sur le premier semestre de l'année dernière. Le groupe arrive à délivrer une forte amélioration de sa marge sur coût des ventes, près de 4 points d'amélioration. Donc, et en conséquence, une très forte progression du résultat opérationnel. Donc 9,1, 9,1, c'est le record des 15 dernières années. C'est au-dessus de ce qui est notre guidance, notre plan stratégique, hein, déjà plus de 8%, ça on l'a déjà délivré au mois sur le deuxième semestre de l'année dernière, et là en 9,1, donc ça veut dire que dans des séquences
dans certaines séquences, quand les conditions sont à peu près équilibrées, le groupe a maintenant un niveau de performance qui est élevé au niveau de la rentabilité et puis une forte amélioration de sa génération de cash, on en parlera plus tard. Pas d'autres éléments sur les frais financiers. On a une forte augmentation des frais financiers, combinaison de l'augmentation de la dette et puis également de dépréciation de certains actifs financiers dans des pays gelés, notamment la Russie, qui font monter ponctuellement ce résultat financier à 13,8 millions. Voilà, donc au global, 5,8% de résultats nets par du groupe. Par division, donc on a des séquences année après année qui sont pas toujours complètement logiques en ce qui concerne la division SNS, qui, eu égard à sa pondération par rapport à ce qu'est la taille de la division, par rapport à ce qu'est la taille du groupe, subit des effets d'allocation de coûts qui perturbent un peu sa performance, la lecture de sa performance d'un exercice sur l'autre. Si regardons néanmoins division par division, donc la plus importante, la division produit, avec exactement les mêmes dynamiques pour le groupe, c'est elle qui fait la tendance du groupe et qui arrive pratiquement à 10% de résultats opérationnels courants sur un semestre. Donc ça, c'est une très très belle performance. Alors que la division SNS, elle connaît une pression un peu plus forte sur sa rentabilité. Alors, pression mixte d'activité, augmentation d'un certain nombre de coûts de structure pour continuer à se renforcer, se digitaliser. Et puis, principalement, c'est les allocations de frais fixes entre les deux divisions, là, le mécanisme qui, dans des phases comme nous le vivons aujourd'hui, pénalise de façon importante SNS. Quand on regarde le bridge de compte de résultat, ah oui, ben je change, mais je n'ai pas avancé les. Excusez-moi. Hop, alors attendez. Je vais changer sur mon. Voilà, pardon. Quand on regarde le bridge de compte de. Je fasse ça. Oui, je veux bien parce que je. Sur le compte de résultat, donc l'évolution la plus importante, bien sûr, elle se trouve au niveau des volumes, des prix et du mix. Alors, ce que l'on a, on a quand même un effet augmentation des prix de vente. Donc là, le groupe a cessé d'augmenter ses prix courants S2 de 2023. Toutes les anticipations de prix ont été passées, etc. Ce que nous vivons sur le S1 2024, c'est l'effet report de toutes les augmentations qui étaient intervenues au cours du premier semestre 2023 et qui maintenant sont en effet plein. Et donc ça, c'est le premier élément de cette amélioration. Le deuxième élément, c'est qu'on a un mix client qui nous est favorable. Les loueurs sont un peu moins présents en 2024 sur le S1 2024 qu'ils ne l'étaient sur le S1 2023. Donc ça, c'est un élément qui est favorable. Et puis, un troisième élément favorable également, un mix produit. Donc là, c'est vraiment en fonction des gammes produits qui sont distribuées, qui est plus favorable. Voilà, donc toute cette dynamique nous amène à 4,7% d'amélioration de la marge opérationnelle, ce qui est la part la plus importante de ce que nous retrouvons comme progression de la performance financière. Sur les autres éléments, l'efficience industrielle, eh bien, on a un peu de baisse de prix d'achat, donc pas tant que ça, et puis en variation d'un semestre sur l'autre, et puis quelques éléments qui sont compensés par augmentation, par exemple, on a une forte augmentation des coûts de logistique, une légère amélioration de l'efficience industrielle sur nos sites, efficience de la main-d'œuvre sur nos sites. Les autres frais, coûts indirects de production, R&D, sont les conséquences des décisions que nous avons réalisées compte tenu de ce qui est l'accompagnement de la structuration du groupe. On a aussi environ 4 à 5 millions d'impact on va dire, même si on prend les 5 millions, un peu plus de 5 millions d'impact de changement de périmètre sur ces structures de coûts fixes. Le bilan, alors sa structure ne change pas beaucoup par rapport à ce qu'on avait connu au mois de décembre 2023. Donc on reste avec
un bilan qui a un BFR élevé, un BFR qui représente 32% du chiffre d'affaires, c'est ce que l'on avait déjà. Donc on est vraiment dans la fourchette haute de ce que nous avions historiquement. On est entre 25 et 25-26% du chiffre d'affaires et 32-33%. Donc là, on reste dans la fourchette haute. Il y a eu un ralentissement d'activité, on a baissé les cadences de production, mais cet ajustement de vitesse de ralentissement qu'on a eu sur certains marchés par rapport entre le marché et nous fait que pour le moment on reste à l'équilibre sur ce BFR et qu'on maintient cette structure un peu élevée. Alors cette structure, elle ne détériore pas la structure financière du groupe parce que l'amélioration de la rentabilité, notamment la génération de la capacité d'autofinancement a fortement progressé. On se retrouve avec un BFR qui, alors, il baisse de 18 millions alors qu'il avait augmenté de 193 millions. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes dynamiques que ce qu'on avait connu l'année dernière. Et puis, dans les éléments qui sont importants, que l'on peut relever sur les autres éléments du tableau de trésorerie, donc des investissements en filiales. Donc là, on a une vingtaine de millions. Ça, c'est les opérations qu'on a réalisées en Italie. Et puis un dividende aussi, signalons-le, qui a doublé d'un exercice sur l'autre de 24 à 52 millions. Donc ce sont les faits marquants. Sur les investissements, donc on continue on est encore sur la page d'après, pardon. J'ai appuyé là où il fallait pas. Sur les investissements, donc 62 millions. On reste quand même dans une phase d'investissement où nous avons lancé il y a maintenant 3 ans des extensions capacitaires importantes en France, en Italie, en Amérique du Nord et en Inde, donc sur tous nos sites de production. On reste encore dans cette dynamique. Ce sont des projets qui sont long terme, parfois qui prennent 3-4 ans, dans lesquels nous avons simultanément du CAPEX en infrastructure, les bâtiments, et du CAPEX industriel, donc les équipements robots, etc. Donc c'est pour ça qu'on continue à avoir cette structuration. Élément à signaler, c'est qu'on reprend, on se remet à accélérer, on a doublé la constitution de flotte locative. C'est quelque chose qui a été sous contrainte au cours des 3-4 dernières années. Donc notre flotte propre locative a fortement baissé. Il va nous falloir maintenant plusieurs années pour arriver à la reconstituer. On avait privilégié les clients externes par rapport à nos propres opérations. Et donc c'est quelque chose qu'on va voir, mais qui va se faire progressivement, année après année, pour relancer cette quote-part d'activité, cette ligne d'activité qui est la location courte et surtout moyenne durée que nous avons à travers nos Manitou Center ou à travers des grands comptes. Sur la structure d'endettement, donc nous avons une dette nette hors IFRS, donc 94 millions par rapport à 394 par rapport à 387. Donc on reste complètement au même niveau. On reste au même niveau avec quand même une acquisition plus importante que ce qu'on avait fait sur les années antérieures et avec un dividende qui a été multiplié par 2. Donc tout ceci traduit quand même l'amélioration de la performance de la génération de cash du groupe par rapport aux 2 derniers exercices. Voilà en ce qui concerne les éléments financiers. Je repasse la parole à Michel sur les perspectives. Sur les perspectives, donc on peut changer par rapport au début d'année, donc avec un chiffre d'affaires aux alentours de celui de 2023 et un taux de résultat opérationnel courant supérieur à 6,5% du chiffre d'affaires.